Alors je sais ce que vous allez vous dire oui, il va encore nous raconter que le Wi-Fi 7 c'est mieux que le Wi-Fi 6, et alors bien mieux que le 6. Eh ben vous avez tout à fait raison, c'est exactement ce que je vais vous dire, parce que pour la simple et bonne raison que c'est la réalité. Alors, il n'y a pas de magie. Pour que le Wi-Fi 7 soit vraiment très efficace, il vous faut des périphériques Wi-Fi 7. C'est certain. Mais la première des choses qu'il vous faut, c'est déjà une borne Wi-Fi. Et je vais appuyer cette vidéo sur une borne Wi-Fi de chez TP-Link, ainsi qu'un switch. Et je vous dis tout ça après le jingle, parce que si je commence déjà à vous faire un avant-jingle qui dure 2 plombes, on n'a pas fini. Et déjà cette vidéo, je vous le dis tout de suite, elle va être longue. Parce que plus que vous faire une présentation pendant une plombe sur des produits et caractéristiques, on va dire, de matériel informatique, je vais plutôt vous faire une vidéo sur l'explication du Wi-Fi 7 et pourquoi, pour votre entreprise, c'est vraiment le bon moment de changer vos points d'accès Wi-Fi, tant les améliorations du Wi-Fi 7 mettre un petit peu tous les autres Wi-Fi très loin derrière. Allez, je vous en dis plus juste après le jingle. Comme je vous le disais en introduction, dans cette vidéo, je vais vous parler de deux produits. Deux produits qui sont un petit peu le couple idéal quand on veut faire du Wi-Fi 7 chez TP-Link, c'est-à-dire un point d'accès qui est le EAP773 comme vous pouvez voir ici, et puis un switch TP-Link qui va vous permettre de connecter cette borne Wi-Fi au sein de votre entreprise. Mais une fois que je vous aurai fait vraiment les grandes caractéristiques de ces deux produits, on va passer sur le bureau qui est derrière moi. Je vous ai préparé un petit site web qui est là pour vous expliquer tous les intérêts, tous les atouts du Wi-Fi 7. Et à l'aide de ce petit tableau, je l'espère, je vais démystifier, on va dire, toutes les grandes caractéristiques du Wi-Fi. Alors quand je dis toutes les grandes, c'est celles du Wi-Fi 7. Et surtout, je vais vous démontrer pourquoi le Wi-Fi 7 au sein de votre entreprise va réellement vous apporter des choses nouvelles et va vous permettre de débloquer quelque part ou de déverrouiller un petit peu les performances du Wi-Fi qui se congestionnent d'année en année. Là, avec le Wi-Fi 7, on a quand même un souffle nouveau au niveau de vos postes, au niveau de vos périphériques, quels qu'ils soient. Et grâce à ce petit site web, eh bien, je vais pouvoir vous démontrer, je l'espère en tout cas, les nombreuses améliorations qui font partie du Wi-Fi 7. Alors, sans plus attendre, je vous ouvre ce carton. Dans ce carton se trouve la borne Wi-Fi 7 EAP773. Alors, on tombe directement dessus et je vous la montre rapidement. Bon, alors déjà, la borne est plutôt sympathique. En termes de design, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Vous voyez, un peu nacré, un peu brillant. C'est une borne de type plafonnier, donc elle est faite pour être fixée en dessous de votre faux plafond. Après, vous pouvez la fixer sur une cloison, mais enfin, c'est quand même dommage parce que vous perdez un petit peu le côté rayonnement. Elle est quand même faite pour rayonner, vous voyez, un petit peu de cette façon-ci, à 360 degrés. Donc voilà, autant la mettre sous le plafond. Alors, vous avez ici un port Ethernet en 10 gigabits PoE++, c'est-à-dire qu'il vous faut un switch comme celui-ci qui est en 802.3 BT, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'être en PoE++, de délivrer jusqu'à 50 watts par port. Alors cette borne-là n'a pas besoin de 50 watts par port, on va le voir d'ici un petit moment, mais voilà, sachez que, eh bien, il faut un switch qui soit en PoE++, si vous voulez pouvoir alimenter ce type de borne et qu'elle soit vraiment en Wi-Fi 7. Sinon, son Wi-Fi sera un peu moins performant, donc c'est assez dommage. Alors, quoi qu'il en soit, je vous propose de prendre contact avec nous, vous avez nos coordonnées juste là-haut, si vous souhaitez changer vos bornes Wi-Fi. On sera un plaisir de vous conseiller, de vous dire, bon bah voilà, là il faut tel type de switch, il faut tel type de câble, et puis donc avec vous, établir un cahier des charges par rapport aux besoins que vous auriez dans votre entreprise. Juste à côté, vous avez un port 12 volts. Alors parce que ce type de borne peut être en quelque sorte une borne répéteur. Vous n'avez pas de câble réseau à un endroit dans votre entreprise. En revanche, vous souhaitez apporter le Wi-Fi. Et bien dans ce cas-là, on fera ce qu'on appelle un Wi-Fi mesh. Ce type de borne permet totalement l'exploitation du Wi-Fi en Wi-Fi mesh, c'est-à-dire que vous avez là juste une alimentation 12 volts qui est connectée dessus et vous avez ce qu'on appelle le backhaul, c'est-à-dire on va dire un réseau Wi-Fi dédié entre cette borne qui n'a pas de câble réseau raccordé et une autre borne qui, elle, servirait un peu de borne portail qui, elle, serait raccordée au réseau local de votre entreprise. Voilà pourquoi vous avez ce port 12 volts, parce que sinon, franchement, il vaut bien mieux l'alimenter par son câble Ethernet
qui apportera donc l'alimentation en PoE++. Vous avez juste ici un petit trou pour resetter la borne en cas de, on va dire, de plantage, de conf, etc. Bon, après, c'est pas souvent que ça arrivera, mais bon, sait-on jamais. Il est prévu de pouvoir resetter la borne. Alors, juste en dessous, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver une petite notice d'installation, on va dire la borne au sein de votre entreprise. De toute façon, on n'en aurait pas besoin parce que vous allez passer par Carpe Diem IT et nous, on se chargera de tout cela. Alors, juste là, on a la petite platine de fixation qui, elle, est fixée sur le plafond, sur une dalle de faux plafond, sur votre plafond, peu importe. En tout cas, c'est fixé là-haut. Vous avez là-dedans, eh bien, tout ce qui est visserie, et je peux vous dire que TP-Link n'est pas avare en visserie. Vous avez de quoi faire vraiment avec tout type de murs. Vous avez des vis type fer, vous avez des rondelles, enfin bon, bref. Il y a vraiment tout un tas de visserie qui est prévu pour arriver à fixer votre borne sur un plafond. Et puis enfin, la dernière petite pièce qui est ici, c'est une pièce qui est là pour parfaire un petit peu le design. Une fois qu'on a branché les connecteurs ici, eh bien hop, on va plugger ça comme ceci, et puis ça protège les câbles en même temps, vous voyez, bon, voilà. Voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors, au niveau des caractéristiques de cette borne, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, parce que justement, on va rentrer dans le détail du Wi-Fi 7, en tout cas, d'ici quelques instants. Mais je vais maintenant vous montrer le switch. Le switch qui a quelques particularités. Et encore une fois, je ne vais pas trop m'attarder sur ces particularités parce que l'essentiel dans cette vidéo sera de vous indiquer pourquoi il faut remplacer vos bornes Wi-Fi au sein de votre entreprise afin vraiment de décongestionner le réseau Wi-Fi de votre entreprise. Alors, ici, installation guide, deuxième installation guide pour monter tout ça dans un rack, car c'est un switch qui est prévu pour être racké, quand bien même il n'est pas au format 19 pouces, mais vous allez voir que c'est pas bien gênant, parce qu'il y a des petites pattes de fixation pour monter ça sur vos baies, que ce soit des baies LAN ou des baies serveurs, on va dire, et je vous montre tout de suite ce switch. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, sa référence déjà, c'est le SX3206HPP. Vous avez ici un port pour l'administrer en console. Il y a d'ailleurs à l'intérieur un câble qui est dédié à cette administration. Vous avez ici la possibilité de l'administrer avec un câble en micro USB. Vous avez là les 4 ports 10 gigabits en PoE++, ces ports sont rétrocompatibles, donc c'est-à-dire qu'ils vont être compatibles avec du 5, avec du 2.5, avec du 1 gigabit et même du 100 mégabits seconde. Si votre entreprise a encore ce type de périphérique, alors là c'est vraiment qu'il est temps de passer au Wi-Fi, parce que 100 mégabits c'est quand même pas violent. Bref, en tout cas, voilà, ils sont rétrocompatibles et donc ils sont tous les 4 PoE++. Ici, vous avez 2 emplacements GBIC pour de type SFP+, qui vont permettre eh bien, d'interconnecter ces switches-là avec les autres switches de votre entreprise. Donc, bon, nativement, on y mettra plutôt de la fibre optique, c'est-à-dire un module GBIC en fibre optique en 10 gigabits. Mais après, on peut mettre un module GBIC Ethernet en 10 gigabits quand même, ou voire d'ailleurs en 1 gigabit. Enfin, c'est un petit peu dommage, parce que ça va faire un goulet d'étranglement avec le reste de votre réseau. Voilà, donc vous avez 2 emplacements SFP+, comme ceci. Et puis, bon, bah, à l'arrière, voilà, le port d'alimentation. Donc ici, on retrouve eh bien, les petites équerres de fixation, voilà, donc qui vont nous permettre, une fois fixé comme ceci, de le fixer sur votre rack 19 pouces. Vous avez juste là le petit câble d'administration dont je vous ai parlé, donc RJ45DB9 de l'autre côté, et puis bien là le câble d'alimentation, de la petite visserie, et puis des petits patins si vous souhaitiez le mettre sur votre bureau. Bon, je vois pas bien ce que ça ferait sur un bureau, mais bon, on sait jamais. Ça peut servir. Ou alors c'est pour un plateau. Vous voyez, si vous avez un plateau modem dans votre baie, ben on le pose dessus, on met les petits patins en dessous. Voilà. Alors, ce switch est de niveau 2+, c'est-à-dire qu'il intègre même des fonctionnalités de niveau 3 un petit peu light, mais malgré tout, il sait faire du routage, il sait faire des petites choses. Voilà. Alors après, ce n'est pas un vrai niveau 3, mais bon, à mon sens, vous n'en avez pas vraiment non plus l'utilité. Alors, maintenant qu'on a réglé la partie, on va dire, technique, en tout cas caractéristique de ce matériel, je vous propose de passer sur l'écran pour
vous expliquer déjà un petit peu les bases du Wi-Fi. Je dis bien les bases, parce que là, je suis en train de finir la préparation d'une future vidéo qui va retracer toute l'histoire du Wi-Fi. Alors, j'ai fait focus quand même sur des technos clés. Hein. On va dire que je ne vais pas passer les 300 fonctionnalités ou plus même de chacun de ces Wi-Fi. Non, on va aller sur vraiment les fonctionnalités clés pour vraiment expliquer le Wi-Fi, qu'est-ce qui a fait déjà d'où il vient. Hein, en 1997, quand la toute première génération de Wi-Fi en 802.11 est sortie, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes en 802.3 BE. Donc le BE désigne le Wi-Fi 7. Et justement, vous expliquer d'où vient cette numérotation, pourquoi elle a été faite. Bon, bref, voilà. Celle-ci de vidéo sera très technique. Alors maintenant, rien ne vous empêche de la regarder quand même. Hein. On va essayer d'être simple. Mais voilà, cette vidéo, par contre, là, on va aborder dans les grandes lignes les caractéristiques du Wi-Fi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc voilà, s'il y a des choses parfois qui vous semblent un peu raccourcies, c'est volontaire, c'est fait pour que ça soit accessible à tous. Et surtout, eh bien, à vous, RSI, DSI, ou même chef d'entreprise, qui vous dites, bah tiens, nous, on a un Wi-Fi qui est un peu lent dans notre entreprise. Là, on nous parle de Wi-Fi 7. Quels sont les avantages? Pourquoi il va falloir que je change mes bornes? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Eh bien voilà, c'est exactement l'angle qu'on va prendre tout de suite. C'est vous expliquer pourquoi il va falloir changer vos bornes dans votre entreprise. Et pour cela, donc, on va passer un petit peu par, on va dire, les grandes explications du Wi-Fi. Alors, la révolution Wi-Fi 7. Je pense que, franchement, c'est pas trop exagéré de parler d'une révolution parce que il y a quand même des fondamentaux dans le Wi-Fi qui n'ont pas changé depuis 1997. C'est qu'on a toujours deux grandes problématiques. Ce sont les interférences. Voyez, alors tout ce qui est interférence, c'est-à-dire par exemple les tout premiers réseaux, ou même encore aujourd'hui, hein, dès que vous exploitez la bande de fréquence 2,4 GHz, vous êtes soumis à pas mal d'interférences. Vous voyez, devant moi, j'ai deux fours à micro-ondes, car comme vous le savez peut-être, nous réalisons ces vidéos dans la cuisine de Carpe Diem. En face, c'est un peu une salle de réunion. Bon bref, elle sert un petit peu à tout, cette pièce-là. Mais vous voyez, ici, j'ai deux fours à micro-ondes. Bah, par exemple, la bande de fréquence 2,4 GHz est très perturbée par un four à micro-ondes qui pourrait être mis en service, tout simplement parce qu'ils émettent sur les mêmes fréquences. Alors, on va dire qu'un micro-ondes émet un peu à son corps défendant. On va dire que c'est une réaction par rapport à son fonctionnement. Mais voilà, nous sommes à 2,45 GHz pour un four à micro-ondes et nous avons une bande de fréquence en 2,4, donc très proche. Donc dès que vous avez un four à micro-ondes, et bien généralement vous perdez votre connexion Wi-Fi. Et vous avez d'autres interférences. Hein. Vous avez les radios, vous avez des radars, vous avez des téléphones DECT, vous pouvez avoir des téléphones qui soient mal paramétrés, vous avez des appareils électroniques qui sont mal paramétrés. Donc ça, c'est vraiment ce sont les interférences qui vont venir nuire finalement à la portée de l'onde radio. Parce que je vous le rappelle, hein, un réseau Wi-Fi est ni plus ni moins qu'une onde radio qui part d'un point A et qui va à un point B. Et puis parfois elle fait le retour, parfois elle va ailleurs. Enfin bref, c'est toujours de toute façon une onde radio. Donc ça, c'est on va dire le plus gros problème, ce sont les interférences. Et le deuxième gros problème, et surtout en entreprise, voire même peut-être d'ailleurs même chez vous, c'est vos voisins. Voilà, vos voisins en Wi-Fi, c'est vraiment un gros problème, bah, tout simplement parce que eux aussi peuvent utiliser du Wi-Fi et selon qu'ils utilisent les mêmes bandes de fréquences, les mêmes canaux, et ce qui est souvent le cas, on va dire en tout cas, par exemple pour du 2,4 GHz, c'est souvent les mêmes canaux qui sont utilisés, eh bien vous avez forcément à ce moment-là du bruit au sein de votre Wi-Fi, qui fait que ce Wi-Fi va être perturbé, va devoir attendre, va devoir réémettre des informations pour arriver à faire que eh bien, les différents périphériques arrivent à discuter entre eux. Donc ça, c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça, ou plutôt depuis 1997 que c'est comme ça. Eh bien, le Wi-Fi 7 apporte là plusieurs réponses qui font qu'on peut vraiment dire que sur ces réponses-là, c'est assez révolutionnaire. En tout cas, ça va vraiment changer la qualité de votre réseau Wi-Fi au sein de votre entreprise. Alors, on revoit une dernière fois, on va dire, ces deux appareils. Après, vraiment, on passe au sujet. Mais je veux juste vous remettre le doigt quelque part sur les spécifications de ce switch de chez TP-Link. Il a 4 ports 10 gigabits. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que si vraiment vous voulez faire du Wi-Fi 7, et pas avec un seul périphérique qui sera en Wi-Fi 7, non, avec
plusieurs périphériques qui seront en Wi-Fi 7, eh bien très clairement, il va falloir avoir suffisamment de débit au niveau de votre borne et au niveau de votre switch qui va réceptionner toutes les informations ou envoyer les informations à votre borne Wi-Fi. Si votre switch n'est pas en 10 gigabits, vous allez voir qu'avec les débits qu'on peut obtenir en Wi-Fi 7, bah, ça va vite être un goulet d'étranglement. C'est-à-dire que si vous avez un périphérique en Wi-Fi 7, ça va aller. Si vous en avez deux, ça va commencer à coincer. Puis alors, si vous en avez deux, plus des périphériques qui sont en Wi-Fi 6, alors là, ça va être un peu la cata parce que vous aurez effectivement une borne Wi-Fi 7, mais vous n'aurez pas vraiment le débit du Wi-Fi 7. Voilà. Alors, un switch qui soit avec des ports 10 gigabits me paraît assez indispensable. Alors si vous avez des bornes Wi-Fi qui sont justement comme des bornes répéteurs, hein, comme je vous indiquais tout à l'heure, ces bornes-là de toute façon n'auront pas la pleine puissance pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans cette vidéo, mais dans ce cadre-là, vous pourriez avoir un switch qui soit en 5 gigabits. Ma foi, ça poserait moins de problèmes, voire même pas de problème. Mais dans le cas où vous n'avez pas de bornes Wi-Fi 7 qui sont là en tant que répéteurs, mais qui sont vraiment là en tant que point d'accès Wi-Fi, eh bien, il vous faut des bornes qui soient raccordées à du 10 gigabits. Évidemment, si on veut que ça soit simple, il faut du PoE pour aller câbler, et je reviendrai sur la fin de vidéo à cet aspect câblage qui est très important. Il vous faut eh bien, du PoE pour aller alimenter ces bornes et que ça soit avec un seul câble, que vous puissiez et emmener la data, c'est-à-dire vraiment les informations, et emmener l'alimentation. Ce switch, donc PoE, on va voir, il a suffisamment de budget, de possibilités d'alimentation pour pouvoir alimenter jusqu'à 4 bornes. Donc vraiment, vous êtes tranquille. En tout cas, 4 bornes, il pourrait même en faire plus, mais il n'a que 4 ports. Donc avec 4 ports, vous mettez 4 bornes dessus, ou 4 points d'accès Wi-Fi. Un coup, je vais dire borne, un coup, je vais dire point d'accès Wi-Fi. C'est la même chose. 4, c'est déjà pas mal. Hein. Avec 4 bornes Wi-Fi 7, vous commencez à avoir une grande surface qui soit couvert par votre réseau. Et alors, enfin, je vais m'attarder maintenant sur la borne Wi-Fi en elle-même et plus exactement sur les fonctionnalités clés que je vais détailler d'ici quelques minutes. Vous avez le MLO. C'est une des grosses fonctionnalités qui sont apportées par le Wi-Fi 7. Vous avez le 4K QAM. C'est pas forcément ce qui va vous sembler le plus extraordinaire, mais ça passe par là, justement, le fait d'avoir beaucoup d'informations qui soient transmises en un temps T, on va dire. Vous avez le MRU. Autre particularité du Wi-Fi 7, alors avant on avait du RU avec du Wi-Fi 6E, là on a du MRU, on va venir d'un peu plus dans le détail, n'ayez pas peur de tous ces acronymes, de toute façon je vais être très on va dire simple dans mes explications, mais voilà, dites-vous que ça fait partie des grosses nouveautés du Wi-Fi 7. Vous avez le Preamble Proctoring, ça c'est une tuerie, je veux dire là vraiment, on a, je vous parlais un petit peu de réseau Wi-Fi révolutionnaire, ça en fait partie. Le MLO et le Preamble Proctoring, c'est vraiment 2 points clés du Wi-Fi 7. Et vous avez les canaux, alors les canaux 320 MHz, je mets les canaux parce qu'au niveau de la norme Wi-Fi 7, vous pouvez avoir jusqu'à 3 canaux. Mais les 3 canaux, vous les aurez aux US. Si vous êtes en Europe, et donc a fortiori en France, vous n'aurez qu'un seul canal de 320 MHz, mais vous allez voir quand même que ça peut avoir son importance et ça peut avoir son intérêt pour désengorger votre réseau dans certains cas ou dans certaines installations. Alors, pour continuer, pourquoi déjà, je finis avec cet aspect 10 gigabits, mais d'ailleurs on va passer là, pourquoi des bornes en 10 gigabits raccordées sur des switches en 10 gigabits? Parce que si vous les raccordez sur du 2,5, tout à l'heure je vous disais du 5 gigabits, bon généralement on a plutôt des switches en 2,5 gigabits, eh bien 2,5 gigabits c'est 280 mégaoctets secondes. Si on part sur du 10 gigabits, c'est jusqu'à 900 mégaoctets secondes. Donc, vous voyez, la différence est vraiment colossale. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, si vous avez un périphérique, 2 périphériques en Wi-Fi 7, bon, peut-être que vous en apercevrez pas, mais dès que vous en aurez plus, ça va un peu s'écrouler. Ou en tout cas, si ça s'écroule pas, vous n'allez pas vous apercevoir d'un gros gap de vitesse. Alors, enfin, et pour vraiment terminer avec cet aspect switch, là, vous voyez, avec une borne Wi-Fi, vous êtes à 24 watts de consommation. Cette borne Wi-Fi consomme 24 watts. Si on va jusqu'à
nos 4 ports remplis avec ces bornes EAP 773, nous sommes à 96 watts de consommation. Donc, vous voyez, vous êtes tranquille. Ce switch peut apporter jusqu'à 200 watts en termes de budget PoE. Donc, voilà, on est très, très large. Alors, maintenant, nous rentrons dans le cœur du sujet. En tout cas, dans les explications Wi-Fi que je souhaitais vous donner pour déjà commencer par démystifier quand même un petit peu le Wi-Fi, parce que je sais que parmi vous, sans doute, des gens se posent certaines questions, se disent mais pourquoi le Wi-Fi 7 est mieux que le 6, le 6E, pourquoi il y a tous ces Wi-Fi, à quoi ça sert de changer à chaque fois de borne Wi-Fi. Et donc je vous propose de démystifier le réseau Wi-Fi. Et on va commencer par là. Je vous ai bien mis démystifier le Wi-Fi. Et non pas la Wi-Fi comme je l'entends encore souvent. Et à chaque fois, je vous avoue que je perds une oreille, vous voyez. On ne dit pas la réseau Wi-Fi, on ne dit pas la Wi-Fi, on dit le Wi-Fi. Alors, il y a un truc qui malheureusement prêterait à expliquer tout cela si c'était vrai, mais ce n'est pas vrai. Wi-Fi ne vient pas de Wireless Fidelity. Alors, ça serait pratique, mais non. Wi-Fi ne vient pas de Wireless Fidelity. Ça vient d'Interbrand, qui est une société dans le marketing qui avait été missionnée en 1999 par la Wi-Fi Alliance pour essayer de coller un terme, vous voyez, qui au niveau oreille, comme ça, signifiait qualité. Et vu qu'à l'époque, on avait la Hi-Fi, eh bien, ils se sont dit, Hi-Fi, c'est bien, ça sonne comme quelque chose de qualité, on va faire Wi-Fi. Voilà, donc c'est devenu du Wi-Fi, Wireless Fidelity pour certains, mais en fait, ce n'est qu'un terme marketing. Ça ne veut rien dire, malheureusement. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est qu'on dit un réseau Wi-Fi et non pas une réseau Wi-Fi. Donc, s'il vous plaît, dorénavant, dites bien un réseau Wi-Fi, je vais me connecter au Wi-Fi et pas à la Wi-Fi. Bon, bref. Alors, je vous ai mis sur ce petit tableau l'évolution, les principales évolutions qu'on a eues en termes de vitesse, pour vous montrer un petit peu comme quand même ça va de plus en plus vite et raison pour laquelle à un moment donné on peut se dire est-ce que mes câbles réseau finalement sont si adéquats, sont si importants, sont si indispensables au fonctionnement de mon entreprise. 1999, c'est pas vraiment la naissance du Wi-Fi, mais encore une fois là je suis resté très généraliste. 802.11b, nous avons un Wi-Fi qui à l'époque faisait 11 mégabits seconde. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais dites-vous qu'à l'époque, on avait encore des entreprises qui étaient avec du token ring qui allait à 10 mégabits seconde. On avait des entreprises qui étaient en Ethernet qui allaient à 100 mégabits seconde. Donc avoir un réseau Wi-Fi qui était à 11 mégabits seconde, c'était pas mal par rapport au câble réseau, vous voyez, qui reliait à l'époque les ordinateurs. Après, nous passons une grande étape qui est du 54 mégabits avec le 802.11g. Alors, vous avez noté, je vous ai mis d'ailleurs des numéros là, Wi-Fi 1, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, etc. C'est juste pour la compréhension par rapport aux numérotations de Wi-Fi qu'on a aujourd'hui. Il n'existait pas de ce type de numérotation. À l'époque, on disait 802.11b ou G ou N, vous voyez, mais on disait pas avec, on ne donnait pas de numéro. Bon, bref. Voilà, je voulais appeler donc le Wi-Fi 3 pour que chronologiquement, ça soit quelque chose qui se tienne, on va dire. Et alors, enfin, on a le Wi-Fi 4. Là, le Wi-Fi 4, abonnez-vous. Vraiment, si vous voulez avoir plus d'infos sur les Wi-Fi et ce qui a fait qu'on ait obtenu ce genre de vitesse, abonnez-vous et suivez notre vidéo qu'on va faire paraître d'ici, je sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines, vous voyez. Donc, juste en bas, vous pouvez vous abonner. Vous n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Et là, on va rentrer plus dans le détail lors de cette vidéo. Mais dites-vous que le Wi-Fi 4, on est passé de 54 mégas à 600 mégas. En termes de vitesse, c'était juste incroyable parce que énormément d'ordinateurs n'avaient que du 100 mégas. Alors, ce serait un petit peu caricatural de comparer un câble réseau à 100 mégabits avec un point d'accès qui est en 600 mégabits. Mais néanmoins, vous voyez, on commence à sentir un petit peu qu'il y a un écart qui se fait entre le réseau sans fil et le réseau filaire. On arrive au Wi-Fi 5 et là, boum badaboum, c'est la grosse claque. C'est le 802.11 AC. Et là, on franchit vraiment un gros cap parce qu'on passe à 6,9 gigabits seconde. Alors, il y a beaucoup de marketing derrière ce chiffre. Néanmoins,
c'est un énorme pas en avant qui fait que quelques entreprises commencent à se dire moi, j'ai pas de câble réseau dans toutes les pièces, bah, c'est peut-être pas très grave, on va mettre des bornes Wi-Fi et ça ira très bien tant qu'on n'a pas besoin d'un gros débit. Eh bien, on se passera du câble réseau Ethernet. C'est vraiment le Wi-Fi 5, c'est à ce moment-là où moi je me souviens qu'on a vraiment eu des clients qui nous ont dit bah non, finalement, on sera qu'en Wi-Fi. Le câble qu'on a longtemps considéré comme inévitable dans les entreprises, à partir du Wi-Fi 5, il a été mis un petit peu en difficulté. Et alors, c'est pas fini parce qu'après, on a le Wi-Fi 6 qui est là, lui, passé à 9,6 gigabits seconde. Et 9,6 gigabits seconde, dites-vous que on commence à avoir là des entreprises en 2019 qui ont du gigabit répandu sur tous leurs ordinateurs. Mais on a du 1 gigabit sur les ordinateurs et du 9,6 en Wi-Fi. Alors encore une fois, on va pas faire une comparaison trop rapide entre la vitesse d'un câble Ethernet et la vitesse et les technologies qui sont exploitées en Wi-Fi, mais on comprend bien quand même que là, l'écart commence à être un peu important. Et arrive le Wi-Fi 7. Là, 46 gigabits seconde. 46 gigabits seconde. Alors je vous le dis tout de suite, vous ne les obtiendrez jamais parce que ce que vous dit pas la petite slide là, c'est que pour obtenir les 46 gigabits seconde, il vous faut 16 antennes sur le point d'accès Wi-Fi et 16 antennes au niveau de votre périphérique pour aller le recevoir. Je ne sais pas si vous avez vu souvent un ordinateur portable avec 16 antennes, mais moi j'en ai jamais vu et je pense que je n'en verrai jamais. Alors, on va dire que ça sert aussi et surtout pour des tronçons de Wi-Fi, vous voyez, quand on a vraiment des ponts Wi-Fi qui se font, où là on peut avoir des technos qui permettent de bénéficier de ce genre de caractéristiques matérielles et donc de ce type de débit, et encore que je ne suis pas certain qu'on en ait vraiment beaucoup qui soient avec 16 antennes. Mais voilà, gardez-le comme une évolution néanmoins qui est concrète, c'est-à-dire en termes de normes, le Wi-Fi 7, c'est jusqu'à 46 gigabits seconde. On les obtenait pas plus dans la norme du Wi-Fi 6, les 9,6 gigabits seconde, c'est pareil, il fallait avoir un certain nombre d'antennes, etc. Donc voilà, dites-vous que il faut quand même garder à l'esprit qu'en 25 ans, on est passé de 11 à 46 gigabits seconde, donc c'est juste énorme quand même, une évolution de ce type. En tout cas, c'est pas aller aussi vite au niveau des câbles Ethernet au sein de votre entreprise. Alors, je vous parle pas des cœurs de réseau qui, eux, peuvent être des vitesses folles aujourd'hui. Mais beaucoup de vos postes, vérifiez, doivent être en 1 gigabit, voire 2,5 gigabits, mais jamais au-dessus. Mais là, vous voyez, au niveau du Wi-Fi, on a quand même une accélération au niveau de la vitesse, en quelque sorte. Alors, pour parler d'accélération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a les mêmes problèmes finalement en Wi-Fi depuis le départ, alors que toutes les organisations essayent de régler avec des fonctionnalités ou parfois des astuces, bon bref. Néanmoins, aujourd'hui, on a deux, on va dire, fréquences qui sont vraiment exploitées, qui est la 2,4 et la 5 GHz. Et puis, très récemment, entre guillemets, nous avons la 6. Alors, pourquoi il y en a deux? La 2,4 GHz a été la toute première fréquence qui a été exploitée en Wi-Fi. Et cette fréquence avait déjà un intérêt qui était vraiment intéressant, c'est qu'elle allait très loin. Alors, ce qu'il faut tout de suite savoir, c'est que la 5 et la 6 GHz, qui est donc la 6 qui est relativement nouvelle, si elles ne vont pas très loin, ce n'est pas qu'une histoire de on ne sait pas faire. C'est une histoire aussi de limitation volontaire de la puissance du signal pour pas aller entraver des fonctionnements, on va dire des organismes, que ce soit des militaires, que ce soit du civil, peu importe. Mais voilà, il y a déjà cette notion que sur certaines fréquences, vous pouvez trouver d'autres types d'appareils. Par exemple, la fréquence des 5 GHz peut être on va dire, émettre sur des canaux qui sont utilisés au même moment par des radars météo ou des radars militaires. Et dans ce cas-là, il y a des fonctionnalités comme la fonctionnalité DFS qui a été inventée pour tout de suite switcher au niveau du canal. Alors, c'est pas vous qui switchez, c'est le point d'accès Wi-Fi. Mais dites-vous que les fréquences 5 et 6 GHz, c'est pas qu'elles ne sauraient pas forcément aller aussi loin, c'est qu'il y a eu d'autres raisons réglementaires pour limiter la puissance de ces fréquences. J'en reviens à la 2.4. La 2.4, c'est le tout-terrain. Voilà. Alors, ça va pas très vite, clairement, mais par contre, ça peut passer un petit peu partout. C'est-à-dire que si ça rencontre des matériaux type bois, type cloison, ça va plus ou moins passer au travers, plus ou moins les contourner.
pour arriver, bon an mal an, jusqu'à votre périphérique. C'est pas magique non plus, il y a des matériaux qu'on peut pas traverser, le verre, l'eau, vous avez aussi le béton qui, selon la dimension ou l'épaisseur, va faire que ça va arrêter bien une onde radio. Vous avez vous aussi, vous voyez, nous on est fait pour beaucoup d'eau, bien voilà, l'être humain est un obstacle naturel aux ondes Wi-Fi. Bien, la 2,4 GHz est quand même, malgré tout, la fréquence qui va le mieux s'adapter. Et donc, elle est d'une part avec une puissance assez importante, ce qui fait qu'elle va loin. Et en plus, voilà, elle a un peu tout terrain. Quels que soient les types de matériaux, elle va généralement arriver à contourner. Encore une fois, sauf ceux que je vous ai cités. Après, vous avez la 5 GHz. Alors la 5 et 6 GHz, ce sont des fréquences, comme je viens de vous l'indiquer, qui ont des contraintes, qui ont des limites en termes de portée pour diverses raisons, mais en revanche, ce sont des fréquences rapides sur lesquelles on va pouvoir émettre rapidement des informations. Et donc, vous avez sur ces fréquences-là un débit qui est généralement bien plus soutenu. Donc pour plein de raisons techniques, d'une part, c'est-à-dire les protocoles de fonctionnement, les protocoles de discussion ont été adaptés pour ces fréquences-là, mais ce sont des fréquences qu'on va déterminer comme des fréquences un peu Formule 1. Par contre, ça va s'écrouler assez rapidement, c'est-à-dire que au bout d'une dizaine de mètres, on commence quand même à avoir, en termes de rayonnement, quelques affaiblissements sérieux. Et puis alors, si vous avez un obstacle au milieu, ça va s'écrouler et vous n'aurez plus tout simplement de Wi-Fi. Donc, il va falloir multiplier les points d'accès Wi-Fi, faire un fameux réseau mesh, donc c'est-à-dire des bornes qui discutent entre elles pour trouver les meilleurs itinéraires. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais en tout cas, le 5 et 6 GHz, ce sont des fréquences qui sont beaucoup plus rapides que le 2,4, mais ça va aller beaucoup moins loin. Alors, une fois que je vous ai dit ça, revenons aux fondamentaux pour vraiment vous aider à comprendre pourquoi le Wi-Fi, quand bien même on ait des fréquences qui aillent loin, comme la 2,4, des fréquences qui soient rapides et performantes, comme la 5 et a fortiori la 6 GHz, on a quand même toujours la même contrainte, c'est le signal, la puissance du signal. Alors, la puissance du signal, dites-vous que là, je ne vais pas le faire, mais si je parlais très fort lors de cette vidéo, il est à peu près certain que vous m'entendrez vraiment bien. Et si je vous parle tout doucement, vous allez m'entendre beaucoup moins. C'est exactement la même chose avec le Wi-Fi. C'est que si la puissance du Wi-Fi est forte, les périphériques vont pouvoir recevoir et bien recevoir, pouvoir bien transmettre des informations. Si la puissance du signal commence à être faible, parce que votre poste est plus loin, etc., à partir de là, ça va être plus compliqué pour lui d'arriver à émettre et recevoir des informations. Ça, c'est un des points importants du Wi-Fi, c'est la puissance du signal. Et il y a un autre phénomène qui est tout aussi important, c'est le rapport signal-bruit. C'est-à-dire que dans un signal, est-ce que vous avez plus de signaux ou de bruit? Là, je vous ai mis, vous avez quelqu'un qui se tait, donc on imagine que vous avez très peu de bruit, versus une fête extraordinaire avec beaucoup de bruit. Il est certain que si vous essayez de parler avec quelqu'un dans un milieu où c'est très festif, où beaucoup de gens ou de choses font du bruit, vous aurez beaucoup de difficultés à vous comprendre. À l'inverse, si le bruit est très faible, vous aurez une grande facilité à vous comprendre et donc vous pourrez facilement échanger. Ce sont deux notions qui, en Wi-Fi, sont très importantes. La puissance du signal et le rapport signal-bruit, c'est vraiment la base de tous les Wi-Fi. Alors, ensuite, ce qu'il faut vous dire, c'est que vos ordinateurs, vos périphériques, quels qu'ils soient, donc ça peut être des objets connectés, ça peut être des ordinateurs, ça peut être des caméras, ça peut être des points d'accès Wi-Fi, a fortiori, vont discuter dans ce qu'on appelle des canaux. C'est-à-dire que quand on vous dit vous avez une fréquence qui est la 2,4 GHz, vous discutez pas sur toute cette fréquence-là. Alors quand je dis toute, elle est relativement petite, la fréquence des 2,4, mais peu importe, ce n'est pas tout ouvert déjà, et puis vous avez des histoires de réglementation dans lesquelles on va venir juste après. Et donc pour arriver à faire un petit peu du propre dans tout cela, il a été créé ce qu'on appelle des canaux. Ces canaux représentent une suite
de fréquences contiguës, ce qui fait que le point d'accès Wi-Fi va décider de travailler dans un canal donné et vos périphériques vont devoir discuter dans ce canal. Et selon la taille du canal, eh bien, on va pouvoir faire passer plus ou moins d'informations en simultané. Alors là, je suis très rapide dans mon explication, mais gardez ça à l'esprit parce que c'est quand même pas loin d'être totalement cela. Alors, vous avez donc différents types de canaux qui sont nés avec les tout premiers Wi-Fi, et puis plus les Wi-Fi ont été maturés, plus les versions de Wi-Fi se sont améliorées, plus ces canaux sont devenus larges. Alors quand je dis ils sont devenus larges, c'est pas totalement cela quand même, parce que ce ne sont que des successions de canaux de 20 MHz, c'est-à-dire vous imaginez 20 MHz, ça fait ça, voilà, et ben c'est 20 plus 20 plus 20 plus 20 qui font qu'au bout d'un moment, on a de grands canaux. Mais peu importe, on va en rester sur l'explication que vous avez des petits canaux, et donc ces petits canaux ont comme avantage d'être suffisamment robustes, c'est-à-dire qu'au lieu d'émettre sur des canaux très très larges, où il faudrait que tout arrive en même temps, ou que tout reparte en même temps, eh bien, vos périphériques émettent sur des canaux bien plus étroits, ce qui fait qu'on a moins de chances, j'allais dire, ou plus de chances de faire aboutir une information. Alors, moins de chances de rencontrer des interférences et plus de chances de faire aboutir une information d'un point A à un point B. Donc, s'il y avait des avantages à trouver dans les petits canaux, c'est justement cette histoire de robustesse. Vous ne ferez pas passer beaucoup d'informations, mais par contre, il y a une grosse assurance d'acheminer les informations d'un point A à un point B. Et alors, pas à l'inverse, mais quand même un petit peu, on a les grands canaux de 80 jusqu'à 320 MHz. Aujourd'hui, 320 MHz, c'est juste quand même quelque chose de très très important. En termes de débit obtenu derrière, vous allez voir que c'est quelque chose qui vaut le coup. Mais par contre, voilà, à l'inverse des petits canaux, ils sont fragiles. À un petit détail près qui s'appelle le Wi-Fi 7. Donc, soyez attentifs à ce que je suis en train de vous dire, parce que dans un petit moment, je vais vous expliquer que, à un petit détail près quand même avec le Wi-Fi 7, ils sont fragiles. Mais en revanche, vu qu'ils sont très très larges, vous allez pouvoir avoir un usage au sein de votre entreprise qui va être en rapport avec ces grands canaux. C'est-à-dire que si vous voulez faire du streaming 8K, si vous voulez faire de la réalité augmentée, si vous voulez pouvoir transférer de gros fichiers d'un point A à un point B pour un appareil qui consommerait beaucoup de bandes passantes, eh bien dites-vous que les 320 MHz, c'est juste quelque chose de terrible parce que ça vous permet d'amener beaucoup d'informations en même temps versus les petits canaux 20 MHz qui, eux, n'en transportent que très peu à la fois. Alors, ils sont donc très performants, mais encore une fois, ils sont fragiles, sauf en Wi-Fi 7. Alors, maintenant que je vous ai indiqué qu'il y avait des canaux de différentes tailles, etc., c'est très bien, mais il y en a combien ? Eh bien, ça va dépendre justement les technologies, ou plutôt les générations qu'on a en Wi-Fi et que vous exploitez en Wi-Fi avec vos points d'accès, vos périphériques Wi-Fi. Alors, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que si vous avez un point d'accès Wi-Fi 5, même si vous avez un device, c'est-à-dire un ordinateur par exemple, qui soit avec une carte réseau Wi-Fi 7, cette carte réseau fonctionnera en Wi-Fi 5. C'est obligatoire, ça ne peut pas upgrader, voyez, votre point d'accès Wi-Fi. Raison pour laquelle, faites plutôt l'inverse. Voyez, changez vos points d'accès Wi-Fi, mettez des points d'accès Wi-Fi très performants, et puis si ce point d'accès Wi-Fi rencontre un périphérique, un vieux périphérique en Wi-Fi 5, il travaillera avec lui en Wi-Fi 5, mais par contre, s'il rencontre un périphérique Wi-Fi 7, il travaillera avec lui en Wi-Fi 7. Et donc, selon la génération de Wi-Fi, eh bien, vous avez un différent nombre de canaux, vous avez différentes bandes de fréquences, donc on a toujours les 3 bandes de fréquences dont je vous ai parlé tout à l'heure, la 2.4, la 5 et la 6 que vous devez retrouver plutôt par ici, et sur ces bandes de fréquences-là, eh bien vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre de canaux. Et ce qui est surtout très important, hormis le nombre de canaux, c'est le nombre de canaux qui ne se chevauchent pas, car je ne vais pas aller trop loin dans le détail, mais dites-vous que c'est une fréquence, c'est une plage de fréquences, et que parce que parfois les plages sont très courtes, eh bien on fait plusieurs canaux, voilà, dans une même plage de fréquences. Mais par contre, les canaux se chevauchent, et donc ce qui fait qu'on a potentiellement quelques canaux, comme par exemple avec une des toutes premières générations, la 811B,
qui était en bande de fréquence 2,4 GHz, qui avait 13 canaux de 20 MHz, mais il n'y en avait seulement que 3 qui étaient exploitables parce que sinon les autres se chevauchaient et ça générait, enfin ils se généraient eux-mêmes leurs propres interférences qui étaient, vous l'avouerez, quand même plutôt dommage. Donc ce qui est important dans les Wi-Fi et au niveau des canaux, ce sont les canaux surtout qui ne se chevauchent pas. Et c'est là un des grands intérêts des nouveaux Wi-Fi, c'est qu'on a énormément de canaux qui ne se chevauchent pas. Donc vous avez finalement intrinsèquement des points d'accès qui ne génèrent pas eux-mêmes des interférences. Et puis aussi, ça permet d'avoir tout simplement plein de points d'accès autour de vous et que chacun va s'écouter et dire là je vois que le canal 53 il est utilisé par la société d'en face, et moi je vais me mettre sur le 58 parce que celui-ci est disponible et donc je vais utiliser ce canal là et puis je vais faire un canal de même 160 MHz parce que j'entends que sur cette plage de fréquence là il n'y a pas de bruit et donc hop, j'occupe ce canal. Plus vous avez de canaux au sein d'une génération de Wi-Fi et des canaux qui ne se chevauchent pas, plus vous pouvez avoir de voisins autour de vous qui en quelque sorte vont faire du bruit mais ne vont pas vous impacter. Alors après il y a d'autres technos qui sont là pour quoi qu'il en soit arriver à faire qu'ils vous impactent moins, mais gardez ça à l'esprit, le nombre de canaux c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a la fréquence mais il y a le nombre de canaux intrinsèquement liés d'ailleurs. Alors, si je vais sur on va dire un canal assez couramment utilisé, le 80 MHz, vous voyez qu'on n'en a pas avant le Wi-Fi 5. Et ce qui est donc dommage parce que ça veut dire qu'inévitablement, on va avoir une vitesse de transfert qui va s'en retrouver diminuée. Et à l'inverse, quand vous avez des canaux de 80, de 160 ou même de 320 MHz, vous avez la possibilité d'envoyer beaucoup plus de données en même temps. Et donc, le Wi-Fi 5 nous a apporté 6 canaux de 80 MHz, 6 canaux qui ne se chevauchent pas. Entre parenthèses, là, ce sont les nombres de canaux totaux et en dehors des parenthèses, c'est le nombre de canaux qui ne se chevauchent pas. Donc comme ça, vous pourrez faire pause et puis avoir une vue sur ces canaux qui se chevauchent ou ne se chevauchent pas. Alors, en 160 MHz, on en avait même deux qui ne se chevauchaient pas. Donc ça veut vraiment dire que là, on a pu, grâce à ces plages de fréquences qui se sont libérées, avoir une grosse vitesse de transfert. Et j'en arrive à celui qui nous intéresse aujourd'hui, le Wi-Fi 7. Alors le Wi-Fi 7, c'est un petit peu pas compliqué, mais en tout cas particulier, parce que le Wi-Fi 7 repose en fait sur une génération de Wi-Fi sur laquelle j'ai fait un peu l'impasse jusqu'à présent, qui est la génération 6E. C'est pas finalement aussi simple que ça, les numérotations de la Wi-Fi Alliance qui a décidé de cette numérotation, parce que l'idée de base était bonne. On va arrêter avec les 802.11, AC, AX, G ou ce qu'on veut. On va passer à un numéro, voilà, pour simplifier la chose pour tout le monde. Bon, malheureusement, il est sorti le Wi-Fi 6E Extend, c'est-à-dire que c'est un Wi-Fi étendu par rapport au 6 qui n'avait que, entre guillemets, les deux bandes de fréquence 2,4 et 5. La 6E a apporté la bande de fréquence 6 GHz. Eh bien, le Wi-Fi 7 a optimisé cette bande de fréquence et a mis beaucoup de fonctionnalités dessus, ce qui permet vraiment aux entreprises, en l'occurrence, mais même si vous êtes particulier et que vous regardez cette vidéo, eh bien, d'exploiter de façon bien plus performante cette bande de 6 GHz. Le 6 GHz a été introduit par la 6E, mais a vraiment été optimisé très clairement par le Wi-Fi 7. Alors, ici, je ne vais pas détailler toutes les colonnes, parce que là, on n'en sortirait plus. Dites-vous qu'il y a un point qui est important au niveau du Wi-Fi 7, c'est ce nouveau canal de 320 MHz qui a été apporté. Alors, je dis ce parce qu'en Europe, nous n'avons qu'un canal. Alors, il ne se chevauche pas, comme vous pouvez le voir, il est tout seul, il ne se chevauche pas, tant mieux. Mais aux États-Unis, on a 3 canaux de 320 MHz. Ce qui fait que, vraiment, ils ont la possibilité de véhiculer une quantité d'informations, ce qui explique aussi les 46 Go dont je vous parlais tout à l'heure, une quantité d'informations à un temps X qui est juste incroyable. Nous, on doit se contenter d'un canal de 320 MHz.
Je pense que c'est les réglementations qui font que bah voilà, d'autres canaux peuvent être utilisés, parce qu'à chaque fois, dites-vous qu'on parle de canaux, mais ce sont des fréquences qui peuvent être utilisées dans d'autres ou pour d'autres usages militaires, civils, etc. Et donc, en Europe, il n'y a pas eu d'accord de trouver entre tous les pays européens. Nous n'avons qu'un seul canal. Peut-être que ça va se déverrouiller. Hein. Vous savez, une mise à jour de firmware dans votre point d'accès Wi-Fi et ça devrait déverrouiller normalement les points d'accès Wi-Fi. Pour l'instant, on a un canal de 320. Mais on a quand même 5 canaux de 160 MHz, 12 canaux de 80 MHz, 25 canaux de 40 MHz qui ne se chevauchent pas, ce qui veut dire que vous allez pouvoir avoir des points d'accès Wi-Fi qui vont être plongés au milieu de plein d'autres petits copains d'entreprises qui sont voisines à vous, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, sans avoir de chevauchement et donc avoir une vitesse optimisée au niveau de votre Wi-Fi. Voilà. Alors, pour faire un dernier point ou un dernier tour sur justement les largeurs de canaux. Je pense que jusqu'à présent, j'espère en tout cas, j'ai été suffisamment clair au niveau des canaux. Maintenant, si ce n'était pas le cas, je vous ai fait cette petite animation pour vous faire comprendre qu'avec un canal de 20 MHz, c'est un petit peu la route nationale, vous voyez, qui amènerait un camion. Voilà, il y a un camion qui peut passer à la fois. Donc bon, il est à peu près sûr de rencontrer personne parce qu'il n'a qu'une voie. Donc, vu qu'il n'a qu'une voie, il ne va pas rencontrer grand monde. Il va pouvoir apporter ces informations sans risque. Et puis alors, après, on est passé avec des canaux de 40 MHz. Des canaux de 40 MHz, c'est comme si vous aviez une double voie. Donc, double voie, ça signifie que vous avez 2 fois plus de camions sur cette double voie, une voie rapide en quelque sorte. Alors, on est toujours robuste, parce que 2 voies, il y a quand même peu de chances d'avoir un accident de parcours. Maintenant, voilà, c'est moins, peut-être, entre guillemets, robuste que du 20 MHz, mais c'est quand même bien costaud. Et puis après, avec le Wi-Fi 5, alors là, on avait 4 voies. Donc, ce sont des canaux de 80 MHz. Donc 4 voies pour envoyer de l'information, tout simplement, on va charger beaucoup plus les voies de camions. Donc là, on est sur une autoroute, donc ça va vite. Et puis alors, Wi-Fi 6, on a là 8 voies. Alors là, c'est une superbe autoroute qui n'existe pas, mais en tout cas, on a 8 voies pour acheminer des camions. Donc évidemment, on envoie plus de données. En revanche, voilà, si au milieu de tout cela, clac, je bloque un camion, si on n'a pas de techno justement pour prévoir ce type d'accident, ça peut vous créer une interférence, ça peut vous créer un problème qui fait que c'est moins robuste que les petits canaux de 20 MHz. Et alors enfin, on va terminer avec le Wi-Fi 7, 16 voies, vous voyez, donc là on envoie du lourd, on a la possibilité d'acheminer vraiment beaucoup d'informations. Transfert massif, donc gros fichiers qui vont pouvoir s'envoyer, gros flux vidéo, gros flux d'informations quelles qu'elles soient, avec un petit risque qui serait que un incident, une interférence pourrait faire que ça n'arrive pas au bout. Mais voilà, je continue mon teasing là. Avec le Wi-Fi 7, il y a une très bonne solution à cela. Justement, c'est là qu'on va commencer avec les innovations de rupture du Wi-Fi 7 et pourquoi le Wi-Fi 7 propulse le Wi-Fi vraiment à une étape largement supérieure, à une vitesse largement supérieure. C'est parce que ça repose sur des nouvelles technos qui sont apportées par du Wi-Fi 7, qui n'existaient pas en 6E. Vous voyez, même le Wi-Fi intermédiaire là qu'on a connu juste avant, ça n'existait pas. Et alors, sauf une quand même qui, on va pas dire des bêtises, a été améliorée, mais en tout cas on a des technos qui n'existaient pas avec les précédents Wi-Fi et qui expliquent ces améliorations. Alors, la première, la star, on va dire, c'est le MLO. Multi-link opération, multi-lien pour faire des opérations, pour faire des transactions, pour faire des envois et des réceptions d'informations. Jusqu'au MLO, il n'était pas possible pour un périphérique d'utiliser en même temps la 5, en même temps la 6 GHz et en même temps la 2,4 GHz. Ça ne pouvait pas. Ça pouvait faire l'un, ça pouvait faire l'autre, mais ça ne pouvait pas utiliser toutes les bandes de fréquences en même temps. Le MLO a permis d'utiliser toutes ces bandes de fréquences, mais en plus, il a intégré une façon maligne, j'allais dire, d'exploiter ces différentes bandes de fréquences. Car
Dans le MLO, on a déjà un premier mode de fonctionnement qu'on appelle le STR. Mais le STR a plusieurs façons de s'appliquer. La première façon de s'appliquer, c'est le mode agrégation. Donc dans ce mode agrégation, vous imaginez que vous avez ici votre serveur de fichiers, vous avez ici votre poste de travail et vous avez de gros trafics à faire entre les deux. Vous avez des fichiers bien lourds, vous voyez, à transporter, que ça soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça fonctionnerait pareil. Là, je vous l'ai fait dans la descente, mais dans la montée, ça serait pareil. Eh bien, quand vous avez un périphérique, attention, Wi-Fi 7, hein, ça ne marchera pas avec des anciens périphériques. Mais si vous avez un périphérique Wi-Fi 7, ce qui commence à tendre à être la norme hein, au niveau des nouveaux ordinateurs, des nouveaux smartphones, bref, tous les nouveaux périphériques de toute façon seront Wi-Fi 7, et que vous avez un point d'accès en Wi-Fi 7, eh bien le point d'accès va déterminer qu'à ce moment-là, il faut mieux activer une fonctionnalité qu'on appelle donc le MLO en mode agrégation, donc c'est le STR en mode débit, comme je vous l'ai indiqué ici, et qui va utiliser, alors généralement, c'est pas trop la 2.4 qu'il va utiliser en même temps, même si technologiquement, par rapport à la norme, ça saurait le faire, mais la 2.4 n'étant pas très rapide, ça serait un petit peu dommage de l'exploiter. Donc il va exploiter la bande des 6 GHz et la bande des 5 GHz, et il va faire comme si c'était en quelque sorte un gros tuyau. Vous voyez, il va agréger cela, et il va diviser les informations en paquets qu'il va distribuer sur la 5 et sur la 6 GHz pour arriver à tirer profit des deux vitesses, des deux performances obtenues sur ces deux fréquences à la fois. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Vous avez sur la bande des 6 GHz le paquet A, le paquet C qui va être acheminé. Et puis vous avez sur la 5 GHz le paquet B, le paquet D qui va être acheminé. Et ça va arriver peu ou prou en même temps, ce qui fait qu'on cumule les deux vitesses de ces deux bandes de fréquences, et donc on a un gros gain de fréquence. Je ne sais pas si je vous l'ai mis, mais oui, voilà, c'est jusqu'à 47% d'amélioration qui a été constatée par des laboratoires, certes, mais en termes d'amélioration de vitesse au niveau du STR. 47% d'amélioration, vous imaginez, c'est quand même un truc de dingue. Alors bien évidemment, c'est toujours la même chose, c'est les labos face à la vraie vie. Néanmoins, voilà, dites-vous que ne serait-ce que si vous avez que la moitié, 23% d'augmentation de vitesse avec un Wi-Fi 6 et un Wi-Fi 7 qui exploitent le MLO, c'est quand même plutôt sympatoche. Alors, un deuxième mode, c'est toujours du STR, c'est le mode fiabilité, où là, on sait qu'il peut y avoir un peu des interférences, en tout cas quand je dis on, c'est le point d'accès. Eh bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va exploiter, là encore une fois, les deux fréquences, la 6 et la 5 GHz, et il va envoyer les mêmes paquets sur les deux, de façon à se dire que, bah voilà, sur l'un des deux, c'est à peu près certain que ces paquets vont arriver, et à partir de là, vous aurez l'assurance d'avoir une bonne communication Wi-Fi entre eux. Alors, je vous ai fait une sorte de petite image là entre un contrôleur industriel, vous voyez, qui serait là avec un joystick pour piloter un bras robotique. Donc, il est important que le bras robotique ne fasse pas comme ça parce qu'il y aurait eu une perte de paquet Wi-Fi, mais qu'il fasse bien son mouvement correctement. Eh bien, avec le mode STR en mode redondance, ces deux bandes de fréquences qui sont exploitées en même temps, ça vous donne l'assurance de bien pouvoir piloter ce bras robotique parce que les informations vont assurément arriver par une ou par l'autre bande de fréquences. Ça, c'est les deux technos, on va dire, les deux modes d'application du MLO en STR qui sont vraiment très différenciants par rapport au Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E, même tous les autres d'avant, évidemment. Et enfin, alors, on a celui-ci, le mode EMLSR, qui est un mode, là, on va dire que ça repose de toute façon sur d'anciennes technologies. Je crois que oui, je vous les ai mis ici, le awake et dose, c'est-à-dire que c'est j'écoute et je me mets en pause, en gros, s'il se passe rien. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un ordinateur qui à un moment donné a envoyé des gros fichiers, donc là il a utilisé le MLO, vous voyez, en mode agrégation, et puis son transfert est terminé. Et à partir de là, il consomme pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse dans la bande de fréquences des 5 et des 6 GHz,
qui consomme beaucoup, déjà au niveau électrique, hein, c'est-à-dire que, alors on s'en doute ou pas, mais pour pouvoir émettre rapidement, il faut consommer plus d'énergie électrique. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cet ordinateur qui est, admettons, un ordinateur portable, il fait plus rien, on le laisse en 5, on le laisse en 6 GHz, bah, c'est un petit peu dommage parce que, vous monopolisez des fréquences qui peuvent être utilisées pour d'autres, et puis 2, bah, vous consommez un peu trop d'énergie au niveau de votre ordinateur portable. Et donc, le MLO, dans ce cas-là, va dire au device, bah, toi, tu vas te mettre un peu dans un mode économie d'énergie, je vais t'envoyer sur la bande 2,4 GHz, et tu pourras faire sur cette bande-là tout ce qui est petite consommation, c'est-à-dire envoyer des notifications par mail, faire des petits messages, vous voyez, vraiment des petits débits, des petits besoins. Et dès que tu auras besoin d'un peu plus de performance, et ben là, hop, je vais te rebasculer en 5 ou en 6 GHz pour répondre à tes besoins de performance. Mais dans l'intervalle, eh bien, cet ordinateur aura profité finalement d'une bande de fréquences qui consomme beaucoup moins. Par ricochet, on va dire, un peu direct, il aura plus d'autonomie au niveau de sa batterie. Donc ça veut dire que vos laptops dans vos entreprises vont pouvoir bénéficier finalement de cette techno pour avoir une autonomie plus longue et puis néanmoins bénéficier d'une vitesse plus importante quand ils en ont besoin avec le mode agrégation ou quand ils auront besoin de fiabilité. En tout cas, je dis ils auraient besoin, c'est le point d'accès de toute façon qui va décider de cela, mais dès qu'il va voir que vos laptops ou vos desktops d'ailleurs ont besoin de plus de performance, il va les amener vers les bandes de 5 et 6, voire 5 et 6 à la fois. Donc ça, c'est le MLO qui est une des grosses améliorations liées au Wi-Fi 7. Celle-ci n'est pas liée au Wi-Fi 7. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait que des nouveautés dans le Wi-Fi 7. Non, le 4K QAM, c'est une techno dans laquelle je ne vais pas vous en dire beaucoup plus à l'instant T. Dites-vous que pour arriver à exploiter au mieux ces fréquences, on utilise des sous-porteuses. Ces sous-porteuses, ce sont juste des fréquences bien précises qui vont acheminer des informations. Et pour acheminer plus d'informations encore que pourrait en acheminer une de ces sous-porteuses, on utilise du QAM, c'est la quadrature de la modulation, si vous voulez, qui fait qu'on va utiliser des sortes de symboles, voilà, qui représentent un certain nombre de points, et chacun de ces points embarque des données. Chacun de ces points embarque vos données. Et donc, plus on a de points sur ces symboles, plus ça va embarquer d'informations. Avec la génération de Wi-Fi précédente, on avait du 1024. Maintenant, on est en 4096. On appelle ça du 4K QAM, qui signifie qu'on va embarquer encore plus d'informations. C'est aux alentours de 20% d'informations supplémentaires qui est embarquée à chaque communication. C'est un petit peu comme si en Wi-Fi 6, il y avait 10 paquets par camion et avec le Wi-Fi 7, vous en mettez 12. Voilà, il y a 12 paquets qui vont voyager avec chacun de ces camions et donc vous avez un débit qui est franchement amélioré. Alors, je vous l'ai mis ici, vous avez des contraintes. Je ne vais pas m'arrêter sur tout, vous ferez pause si vous voulez avoir toutes les informations. Mais il y a des contraintes liées à ces améliorations. C'est pas magique non plus. C'est dans des conditions, on va dire, optimum qu'on peut obtenir de tels débits. Le 320 MHz. Bon, je ne vais pas trop m'attarder davantage dessus parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Mais dites-vous que le Wi-Fi 6, avec ces canaux 160 MHz, qui étaient les plus gros canaux, les plus larges qui étaient exploités, on pouvait tirer jusqu'à 2,4 gigabits théoriques en termes de débit. Avec les canaux, le canal 320, c'est un débit, toujours théorique maximum, de 5,8 gigabits par seconde. Vous imaginez un peu comme c'est monstrueux quand même, la quantité d'informations que vous envoyez là. Si on arrivait à les voir visuellement comme ça se déplacer dans l'espace, je pense qu'on serait assez surpris de la constellation qui serait créée. Alors, je vous ai mis ici pas mal de petites choses. Je ne vais pas revenir sur tout cela parce que j'en ai déjà beaucoup parlé et je vous suggère de faire pause si vous voulez arriver à lire ces informations parce que la vidéo va être vraiment trop longue sinon. Mais dites-vous que, voilà, c'est assez dommage qu'on n'arrive pas à avoir ces 3 canaux, ces 2 canaux supplémentaires parce qu'on aurait une vitesse qui serait juste phénoménale avec 1200 MHz d'exploitable pour ces canaux 320 MHz.
Bah, nous, aujourd'hui, on est sur 480 MHz, c'est-à-dire que on a une largeur exploitable sur la fréquence des 6 GHz qui est de 480 MHz. Quand vous enlevez 320 MHz, c'est-à-dire le fameux canal, eh ben, le reste va se diviser avec des canaux de 20, de 80 ou de 160. Donc voilà, bon, c'est ainsi, peut-être que ça évoluera, mais c'est déjà bien, parce qu'avant on les avait pas, donc il faut toujours prendre ça du bon côté. Alors, je vous ai mis ici un petit cas d'usage qui est un peu peut-être technique, mais j'en ai déjà parlé au début de la vidéo. C'est le fameux Wi-Fi Mesh. Ce canal de 320 MHz va pouvoir servir justement dans le cas de réseau Mesh. Avant, quand on n'avait pas de canaux comme ça de 320 MHz, et qu'on avait besoin d'avoir des répéteurs, c'est-à-dire des bornes Wi-Fi qui n'avaient pas de câble Ethernet raccordé au réseau local de l'entreprise, qui n'en avaient pas ou que pour X ou Y raison, en tout cas, on ne pouvait pas en mettre, eh bien, il fallait avoir ce qu'on appelle un backhaul, une route retour vers un point d'accès qui est un point d'accès principal qu'on appelle plus ou moins un portail, c'est-à-dire qu'il sert lui au retour de l'information vers votre réseau local d'entreprise. Eh bien, on utilisait un des canaux 160 MHz, qui fait que c'est dommage parce que les autres, en étant nettement moins nombreux, étaient moins exploités et moins exploitables par eh bien, les postes, les ordinateurs, etc. Là, ce fameux canal de 320 MHz, il va pouvoir être exploité au moins sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme du backhaul, c'est-à-dire que si on avait un point d'accès Wi-Fi à mettre dans votre entreprise au fin fond d'un atelier comme ça et qu'il n'y avait pas de câble réseau, on l'alimenterait avec du 12 volts et puis avec ce canal de 320 MHz, à condition évidemment de ne pas être trop loin de l'autre point d'accès, eh bien on va pouvoir faire ce fameux backhaul et donc ainsi permettre à des périphériques qui seraient proches de ce point d'accès Wi-Fi d'être en Wi-Fi alors qu'il n'y a pas de câble réseau pour raccorder eh bien, ce point d'accès Wi-Fi. Donc je vous ai un petit peu simplifié l'explication parce qu'il faut que ça reste quand même ludique, mais voilà, sachez que ça peut permettre ce genre d'usage d'avoir ce fameux canal de 320 MHz, puis si vous n'avez pas besoin de ce type d'usage, ben, ça vous servira peut-être à transporter des informations entre des périphériques et votre point d'accès Wi-Fi. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons comme nouveauté? On a le MRU. Alors, MRU, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. J'ai même hésité à vous le mettre, hein, pour tout vous dire, parce que je me suis dit, voilà, ça va encore rallonger l'histoire. C'est toujours l'histoire des sous-porteuses. Avant, les sous-porteuses pouvaient être exploitées que de façon contiguë, c'est-à-dire qu'il y avait des canaux comme ça qui étaient divisés avec des sous-porteuses et puis chaque utilisateur utilisait ces sous-porteuses d'une façon contiguë. Ce qui fait que bah, c'était un peu dommage parce que s'il y avait des sous-porteuses qui n'étaient pas utilisées, ce qu'on appelle des ressources, des unités de ressources, eh ben on pouvait pas les utiliser. Avec le Wi-Fi 7, il est possible d'avoir des unités de ressources qui soient utilisées par le même utilisateur avec pourtant au milieu, en termes de fréquence, vous voyez, des unités de ressources qui ne soient pas contiguës, c'est-à-dire qui ne se suivent pas. Donc ça paraît rien comme ça, mais ça permet de beaucoup mieux exploiter ces unités de ressources. C'est quelque chose de plus optimum, si vous voulez, en termes de fréquence. Ça évite que sur un envoi d'informations, des unités de ressources ne soient pas utilisées, donc des sous-porteuses, donc in fine des fréquences, ne soient pas utilisées tout simplement parce que la techno ne saurait pas dire bah tiens, toi t'en as besoin d'un peu plus, bah je vais pas te les allouer celles-ci qui sont dispo, non, je vais les laisser vides. Voilà. Bon, bah le MRU améliore cette technologie par rapport à la génération Wi-Fi 6E. Donc voilà, c'est une optimisation, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Non, là par contre, tout à l'heure, je vous ai dit, et je vous l'ai dit au moins à une ou deux reprises, que les interférences, c'était quelque chose de très problématique, sauf peut-être si vous êtes en Wi-Fi 7. Eh bien, c'est exactement la fonction que je vais vous présenter ici, qui est la fonction Preamble Puncturing, qui permet d'ignorer des bandes ou des canaux dans lesquels il y aurait des interférences. Avant le Wi-Fi 6E hein, et encore plus tous les autres, si vous aviez une interférence dans par exemple un canal de 160 MHz, c'est-à-dire que le point d'accès Wi-Fi par rapport au bruit qu'il y a dans votre réseau, à l'endroit où il émet, etc., eh bien, il se disait, bah, tiens, je peux émettre sur un canal de 160 MHz.
s'il y avait une perturbation qui arrivait et qui perturbait un petit mégahertz au milieu de ces 160, blackout, il y avait à ce moment-là, eh bien, finalement, plus de communication entre ces périphériques, ça crée une interférence. Alors, c'était peut-être pas aussi brutal que cela, mais pour vous imaginer un petit peu le truc, je vous ai fait cette petite représentation qui dit que avec le Wi-Fi 6, et a fortiori les précédents, si vous aviez un canal de 160 MHz, et puis qu'au milieu de cela, là, vous aviez juste un petit canal de 20 MHz, vous voyez, qui était perturbé, eh bien, c'était les 160 qui étaient inutilisables parce qu'il n'y avait pas de preamble puncturing qui était implémenté et donc tout le canal était inexploitable. Maintenant, avec le Wi-Fi 7, eh bien, vous avez le preamble puncturing qui va pouvoir ignorer le bout de canal, là, c'est-à-dire pas le bout de canal, mais en tout cas le canal de 20 MHz, dans lequel est compris une interférence, va dire c'est pas grave, toi je te mets en croix, je t'ignore, mais je continue de travailler avec les 140 MHz restants pour acheminer des informations. Imaginez-vous au sein de votre entreprise comme ça peut être vraiment quelque chose qui vous apporte d'énormes améliorations. À qui ce n'est pas arrivé d'avoir une réunion, je vais citer Teams, parce que c'est quand même aujourd'hui celui qui est un peu en situation monopolistique de nos vidéoconférences, à qui ce n'est pas arrivé d'avoir une visioconférence qui d'un seul coup fige ou soit un peu dégueulasse avec un son pas bon, une image qui fige, etc. Eh bien, si vous êtes en Wi-Fi, il y a très très grande chance que ça soit parce qu'il n'y avait pas le preamble puncturing implémenté. Il pouvait y avoir d'autres raisons, mais en tout cas, si c'était une interférence qui avait brouillé quelque part la qualité de votre Wi-Fi, avec le preamble puncturing, c'est réglé. Vous avez le canal dans lequel il y a ces interférences qui est isolé, qui n'est plus utilisé, et le reste du canal est utilisé pour acheminer votre visioconférence. Donc quand je vous disais que tout à l'heure, le Wi-Fi 7 avait de sérieux arguments pour faire que vous ayez envie de changer vos bornes et passer vos périphériques en Wi-Fi 7, eh bien très clairement, juste pour le preamble puncturing, je peux vous dire que ça peut vous changer la vie. Si dans votre environnement, vous savez que vous avez beaucoup de perturbations, juste cette fonction-là peut être très différenciante par rapport à la qualité de votre travail, de votre Wi-Fi d'une façon générale. Alors, pour finir presque cette vidéo, comme je vous l'ai indiqué ici, eh bien, sans le Wi-Fi 7, vous avez une certaine congestion de votre Wi-Fi. Ici, vous voyez, vous avez la bande des 2.4 qui est congestionnée, la bande des 5 GHz qui est congestionnée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de MLO, vous n'avez pas de preamble puncturing, vous n'avez pas de canaux 320 MHz, vous n'avez pas le 4K QAM, vous n'avez pas le MRU. Bref, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont là pour optimiser le trafic, qui font que avec un Wi-Fi 7, eh bien là, vous avez une décongestion naturelle parce que vous avez une meilleure répartition d'une part de votre Wi-Fi et puis vous avez une accélération du Wi-Fi, ne serait-ce qu'avec le preamble puncturing qui évite de réémettre tout un tas de paquets parce que le point d'accès se sera aperçu que vous aviez eu une interférence et hop, il faut tout réémettre, en tout cas réémettre cette partie de l'information. Là, pas besoin, ça continue d'envoyer et recevoir les informations à travers le Wi-Fi, ne serait-ce qu'à travers, vous voyez, toutes ces successions de nouvelles fonctionnalités, eh bien, vous avez une décongestion naturelle avec le Wi-Fi 7 de toutes vos bandes, c'est-à-dire que ça soit la 2.4, que ça soit la 5 ou que ça soit la 6 GHz, vous avez une décongestion naturelle de toutes vos bandes. Et alors, bon, toujours un rappel, un switch en 2,5 gigabits pour brancher vos bornes d'accès Wi-Fi 7, c'est un switch qui fonctionne au mieux à 280 mégaoctets par seconde. Un switch en 10 gigabits, c'est un switch qui fonctionne en 900 mégaoctets par seconde. Donc gardez à l'esprit qu'il vous faut des switches performants pour pouvoir brancher ce type de borne Wi-Fi. Et alors, quelques recommandations pour terminer cette longue vidéo. J'en suis désolé, mais voilà, au moins j'ai le sentiment d'avoir fait mieux qu'une présentation de produit, vous avoir présenté les raisons pour lesquelles il faut aller sur un Wi-Fi 7 aujourd'hui.
Les recommandations, il y en a une qui est évidente, c'est que vos câbles réseau doivent être compatibles avec du 10 gigabits PoE++. Si vous n'avez pas un câble réseau qui soit en catégorie 6A, vous ne pourrez pas faire passer du 10 gigabits et a fortiori l'exploiter avec du PoE++. Donc, il va falloir changer vos câbles réseau. Oui, mais pas tous. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de nombreuses entreprises dès le Wi-Fi 5, alors maintenant je pense qu'avec le Wi-Fi 7, c'est pas prêt de s'inverser, ont un peu réfléchi à est-ce que c'est finalement aussi important d'avoir des câbles réseau derrière tous nos ordinateurs. Déjà c'est cher, faut les tirer, ça peut tomber en panne, des problèmes de prise, vous voyez, c'est pénible. Bon, ben là, avec le Wi-Fi 7, les seuls câbles réseau quelque part que vous aurez à tirer, c'est les câbles réseau pour amener justement le réseau à vos bornes Wi-Fi 7. Vous n'aurez pas besoin de plus. Donc certes, il y a peut-être besoin de changer vos câbles réseau. Alors ce qui n'est pas sûr, parce que nous, ça fait très longtemps qu'on câble avec des câbles réseau qui sont 6A, voire 7. Mais voilà, si ce n'était pas le cas, bah dites-vous qu'il y aurait peut-être, allez, 3, 5, 10, ça va dépendre de la taille de votre entreprise, de câbles réseau à retirer. Mais c'est pas tous les câbles réseau de vos ordinateurs. On retirera peut-être quelques câbles, mais ça ne sera que quelques câbles qui vous permettront d'avoir justement du 10 gigabits. Le budget PoE, bien évidemment, si vous voulez tirer profit de ce type de bornes, il faut pouvoir les alimenter. Ce sont des bornes qui vont consommer plus que les bornes précédentes. Donc, il faut pouvoir les alimenter. Ce sont des bornes en PoE++. Donc, il vous faut un budget qui soit suffisant pour alimenter ces bornes. Avec un switch tel que celui-ci, c'est jusqu'à 4 bornes que vous pouvez raccorder dessus. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est 96 watts de consommé. Donc, il a un budget de 200 watts. Vous êtes largement tranquille. Et enfin, un point que je ne vous ai pas encore évoqué, c'est un contrôleur centralisé. Chez TP-Link, il y a ce qu'on appelle un SDN. Donc un SDN, c'est une sorte de logiciel, vous voyez, pour superviser le matériel de chez TP-Link. Il y a plusieurs gammes de SDN. Là, je vais vous parler de la gamme Omada. La gamme Omada, donc, a un SDN qu'on peut retrouver sous différentes formes. On peut l'installer dans une machine virtuelle. Alors, c'est ce qu'on fait assez fréquemment chez nos clients qu'on équipe en TP-Link. On installe une machine virtuelle et il y aura un SDN, un Omada, un contrôleur Omada qui sera installé dans cette machine virtuelle ou d'une façon virtuelle. Et puis après, on peut avoir un contrôleur physique, c'est-à-dire que si vous préférez, vous, avoir un matériel pour administrer tout votre matériel Omada, eh bien, on va pouvoir vous vendre un contrôleur physique. Ce contrôleur physique aura exactement les mêmes fonctionnalités. Ça sera à peu ou prou la même version de logiciel que vous soyez en virtuel ou que vous soyez en physique. Et on va pouvoir ainsi administrer tout votre parc de matériel TP-Link, que ce soit des bornes Wi-Fi, que ce soit des switches, que ce soit même des caméras. TP-Link fait aujourd'hui beaucoup de produits. Tout va pouvoir être administré au sein du même SDN, ce qui permet de garder une grosse logique et cohérence en termes de paramétrage. Ça permet de faire du zero touch provisioning. Alors là, je vais le masquer un peu, mais sachez que dessous, vous avez des QR codes qui vont vous permettre, en les scannant avec votre smartphone, d'enregistrer directement vos produits au sein de ce SDN Omada et ainsi de les enregistrer directement, de le provisionner, de préparer les configurations sur Omada et de faire redescendre cette configuration dès que vous allez scanner l'appareil. Donc c'est vraiment fabuleux en termes de gain de productivité, en termes de facilité d'administration, de monitoring, de reporting. Omada est vraiment un outil extraordinaire et le Zero Touch Provisioning vous permet d'accélérer très grandement vos déploiements. Et alors enfin, si vous souhaitez ni d'une machine virtuelle, ni d'un contrôleur physique, eh bien TP-Link vous propose de gérer votre Omada en cloud. Et avec cette version en cloud, vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel, vous n'avez pas besoin d'héberger cette machine virtuelle. Alors selon que votre philosophie soit plutôt de gérer en cloud, en physique ou en virtuel chez vous, vous avez ces 3 réponses qui sont possibles. Et encore une fois, le logiciel qui est à l'intérieur est exactement le même, à peu ou prou, à une version d'écart peut-être en 15 jours d'écart. Sinon, vous avez les mêmes possibilités d'administrer. La petite différence qu'il va y avoir, c'est que dès que vous aurez besoin d'administrer un certain nombre d'appareils, il faudra soit vous tourner vers le cloud, soit vers une machine virtuelle, étant donné que les contrôleurs physiques, ils sont physiques, donc à un moment donné, ils vont ne pas pouvoir gérer plus que leurs caractéristiques. Si vous voulez plus d'informations sur Omada, je vous mettrai un lien juste au-dessus de moi. On avait fait une vidéo il y a maintenant une grosse année avec Pierre-Emmanuel de chez TP-Link pour vous faire la démonstration d'Omada. On vous a montré beaucoup de choses, donc je ne vais pas plus vous en parler dans cette vidéo. Voilà. Alors,
C'est ainsi que se termine cette très grande vidéo, j'en ai bien conscience. Dites-moi en commentaire si néanmoins cela vous a plu, dites-moi si vous avez appris des choses. Dites-vous qu'encore une fois, j'ai été parfois relativement simple sur mes explications. C'était pas fait pour répondre aux puristes, c'était pas fait pour répondre à ceux qui connaissent le plus toutes les technologies du Wi-Fi. Ceux-là, je leur donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur le sujet du Wi-Fi, où là, on va pouvoir y aller. Mais dans cette vidéo, c'était vraiment histoire de démystifier un petit peu déjà toutes les caractéristiques du Wi-Fi, mais aborder simplement le Wi-Fi 7 pour que le plus grand nombre possible puisse comprendre pourquoi le Wi-Fi 7 est vraiment innovant par rapport aux prédécesseurs et pourquoi il est intéressant pour une entreprise d'aller changer ses points d'accès Wi-Fi. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un déploiement de bornes Wi-Fi 7 chez vous ou même d'autres matériels. Vous avez nos coordonnées juste au-dessus. On sera le plaisir de vous rendre visite. Déjà, on peut s'appeler, on peut se rendre visite ensuite et puis après, on peut donc vous proposer tout type de matériel ou de prestation qui sera adapté à votre besoin une fois que ces rencontres auront mené un joli cahier des charges qu'on aura établi avec votre aide pour répondre vraiment pile poil à votre besoin. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à revenir nous voir très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous y êtes et bon courage pour tous ceux qui travaillent encore. À très bientôt.